précisations très intéressantes. On va maintenant écouter Nathalie Théot qui a une expérience qui pourra nourrir une autre expertise sur la question de la répression de l'action militante. Donc Nathalie est avocate et elle a participé en mai 2019 à la création de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Et elle a ensuite été désignée référente des observatoires des pratiques policières pour la Ligue des droits de l'homme. Et elle s'occupe, avec d'autres membres du Bureau national, des questions de justice-police. Donc son intervention aujourd'hui s'intitule «La mise en place d'observatoires pour défendre la liberté de manifestation». Et Nathalie, je vous laisse la parole, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et je vais rebondir par rapport à ce que disait Sarah Massoud, c'est qu'effectivement, il vaut mieux se battre avant que les diverses lois ne viennent encore entraver les libertés. Et là, en ce moment, il faut effectivement essayer de lutter, même si là, la commission mixte s'est terminée quasiment. Mais enfin, au moins protester contre effectivement la proposition de loi sécurité globale, j'en dirai un mot. Et puis également, je dirais contre le projet de loi principe républicain, parce que là aussi, c'est une mise au pas des associations. Donc, à travers ça, ça va être aussi la volonté de demander aux associations de dénoncer en leur sein même ceux qui risqueraient de troubler l'ordre public. Donc, c'est également très flou, très large, et on enregimente de plus en plus. On a vu les forces de sécurité privées, etc. Mais là, maintenant, on va demander à ce que la société civile elle-même vérifie et en son sein les possiblement fauteurs de troubles. Bien, je vais simplement me recentrer sur ce que vous m'avez demandé, c'est-à-dire d'essayer de dire comment, en tant que société civile, justement, nous pouvons essayer de lutter. Donc, en dehors de battre le pavé, effectivement, eh bien, ça peut être par le biais d'observatoires. Et il a été créé des observatoires à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, mais il y a eu, selon les régions, selon les villes, ce sont des collectifs et plus ou moins étendus. Alors, il y a des villes comme à Montpellier où il n'y a que la Ligue, mais à Paris, c'est également le syndicat des avocats de France, parce que je fais partie aussi du syndicat des avocats de France, donc ça a été assez simple de faire le lien. Et il y a eu des observations qui ont été faites également par rapport à cette surjudiciarisation, pour la mettre en évidence, pour faire un rapport entre ce qu'on voyait sur les manifestations et la justice. Et c'est à Montpellier, il y a eu des rapports qui ont été faits, qui sont sur le site de la Ligue, hein, tous les rapports des observatoires dans toute la France, ils sont sur le site de la Ligue. Il faut cliquer simplement sur Observatoire des pratiques policières et vous avez la liste des rapports. Nous avons également fait des guides. Alors, je vais peut-être vous donner le guide de l'Observatoire parisien, puisqu'on a fait un guide du manifestant qui se veut un peu plus, une optique plus pratique, c'est-à-dire y compris comment on s'habille en manifestation, parce qu'on en est là. On a vu par exemple le fait d'avoir une capuche, ça peut être dangereux parce qu'une grenade peut s'accrocher dans la capuche. Enfin, c'est des choses très pratiques, mais aussi en lien avec justement ces nouvelles formes de contrôle pour expliquer quels sont les délits, comment est-ce qu'il faut s'en protéger. Quand on vient pour manifester, finalement, il faut arriver à anticiper la façon de raisonner des forces de l'ordre pour pouvoir arriver à manifester. C'est dramatique, mais on en est là. Donc, on a fait divers guides. Et bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on s'est constitué également sur les manifestations? C'est qu'il s'agissait de rapporter la preuve. Alors, vous me direz, mais la preuve, il y a plein de smartphones, ça a été la grande révolution, hein. Le fait qu'on puisse chacun s'emparer de son outil, qui est une arme, en fait, citoyenne, qui est son smartphone, pour pouvoir filmer ce qui se passe sur le terrain. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on avait un discours des deux camps, les fameux deux camps, c'est-à-dire, on nous disait, mais au fond, vous ne savez pas ce qui s'est passé, parce que même les journalistes interviennent à un moment donné, et finalement, on ne sait pas exactement quel est le contexte, etc. Et donc, on s'est constitué en tant que citoyen, en se positionnant de façon identifiable avec une chasuble et en neutralité comportementale par rapport aux manifestants, parce que ça nous permet d'essayer d'objectiver la façon dont le maintien de l'ordre s'applique de façon globale, c'est-à-dire qu'on est là chaque semaine quasiment. Donc, c'est sur un an et demi, on a fait plus 55, je crois, 55
observation, ce qui est lourd pour nous, hein, parce qu'à chaque fois, c'est par équipe de 3, donc ça veut dire 3, 6, 9. Enfin, c'est lourd pour nous de le faire, de se mobiliser, sachant que le travail sur le terrain doit s'accompagner derrière de l'écriture d'un minutier très précis pour qu'on puisse réutiliser ça, notamment des avocats nous demandent est-ce que par hasard vous auriez des images sur tel moment précis? Est-ce que par hasard vous auriez des éléments pour nous dire s'il y a eu des sommations audibles ou pas, parce que au moins à tel endroit de la place, parce qu'on a des personnes qui sont poursuivies pour participation à un attroupement. Et la participation à l'attroupement, c'est dès lors qu'il y a eu des sommations, la personne se retrouve à commettre un délit. La personne n'est plus manifestante, elle devient un délinquant puisque vous êtes censé vous disperser, la manifestation est censée s'arrêter dès lors qu'il y a eu des sommations. Or, on voit que nombre de fois, sur le terrain, les sommations sont tout à fait inaudibles et qu'il n'y a même pas les fameuses fusées rouges qui sont censées signaler pour que les personnes puissent se rendre compte qu'il y a eu des sommations de fait. Bon, elles sont inaudibles, elles sont également incompréhensibles au point de vue de l'emploi de la force, mais ça, j'y reviendrai. Donc, l'idée, ça a été ça a été de documenter, ça a été de pouvoir dire ce qu'on nous renvoyait sans cesse au contexte, eh bien, ça a été de dire quel est le contexte de cette manifestation, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, ça permet de pouvoir, par exemple, de rendre compte d'un système, c'est-à-dire de documenter et d'analyser la façon dont ça se met en place progressivement. C'est également le fait donc c'est complémentaire par rapport aux journalistes et on doit aussi s'appuyer évidemment sur le travail des journalistes pour rendre visible également notre propre travail. Mais ça permet par exemple, je pense à une manifestation sur laquelle nous avons fait un rapport qui était Pont-de-Sully, dont on a beaucoup entendu parler parce que justement là, les journalistes ont bien rendu visible cette question du fait que des manifestants se sont retrouvés avec du gaz dans les yeux à 10 cm d'eux. Mais vraiment, ça a été comme si c'était des animaux nuisibles qu'on était en train où on mettait des insecticides. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, on était là avant même les forces de l'ordre et on a pu dire que dans notre minutier, on a pu dire, voilà, vous avez à telle heure, il y a eu les forces de l'ordre qui sont arrivées. Et puis finalement, un quart d'heure après, on a déjà eu des sommations alors même qu'on avait affaire à des manifestants tout à fait pacifiques qui étaient simplement assis par terre. Et donc là, on a une analyse derrière dans notre rapport qui permet de montrer que le droit international dit qu'au contraire, on n'a pas le droit d'empêcher de manifester, même si une manifestation n'est pas déclarée, parce que c'était le cas. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de protéger une valeur qui est supérieure, qui est la liberté. Alors, dans les termes de la Convention, c'est la liberté d'expression, article 10, et la liberté de réunion pacifique, c'est l'article 11 de la Convention. Il n'empêche qu'on a des valeurs supérieures. Et donc, on doit tolérer, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit bien, les États doivent tolérer un certain désordre, un certain trouble à l'ordre public, et doivent protéger avant tout les manifestants. Et on voit bien que ce n'est pas l'orientation qui est donnée actuellement de protéger avant tout les manifestants et la possibilité de manifester. Et donc, nous avons fait un rapport sur cette question et nous l'avons rendu public. Bien sûr, c'est sur le site et de la Ligue nationale et de la Fédération de Paris, puisque nous sommes observatoire parisien. Et donc, on a pu faire toute l'analyse juridique et ça a servi puisqu'il y a eu une saisine du défenseur des droits. Nous avons envoyé également en appui notre rapport. Ça a permis aussi de documenter, par exemple, c'était les 1 an des Gilets jaunes. On a eu une manifestation sur la place d'Italie qui a été entièrement nassée de façon complètement hermétique, mais également avec envoi de gaz, envoi de grenades, etc. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'emploi de la force qui est censé être pour la dispersion, notamment l'emploi de gaz lacrymogène, c'est censé faire que les gens partent, qu'ils ne restent pas parce que c'est insupportable de rester. Eh bien, on l'a utilisé alors même qu'on enfermait les gens sur une place et qu'on les gardait pendant plusieurs heures. Donc, c'est une façon aussi, en quelque sorte, de les punir de manifester. Et ce n'est pas du tout une réponse par rapport aux quelques désordres qui étaient existants, mais qui ont été montés en épingle, évidemment, par le gouvernement. Et donc là, ce que nous avons pu documenter, c'est la façon dont ça s'était passé, mais également le fait
qu'il y ait eu une NAS hermétique, parce que ça, c'était dénié par les autorités, en disant, ah oui, mais en fait, les manifestants, il y avait une porte de sortie, mais ils ne l'ont pas trouvée. Mais la réalité, c'est qu'elle était hermétique. Et ça a permis également que les organisateurs, deux des organisateurs portent plainte contre le préfet Didier Lallemand en disant il y avait bien une NAS hermétique, parce que ça a été vérifié par 3 équipes d'observation, certaines étant extérieures à la NAS et ne pouvant d'ailleurs pas y rentrer, et une équipe qui était à l'intérieur. Voilà, donc c'est une façon de travailler pour essayer de lutter avec pour la défense du droit de la liberté de manifester, hein, et on vient en appui par rapport à cela, mais c'est également, on voit que c'est aussi une analyse dans l'ensemble des modalités, puisque sur la NAS, par exemple, là maintenant, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a botté en touche, en fait. Il nous a dit, mais finalement, cet article que vous soulevez en question prioritaire de constitutionnalité, parce que c'est sur un recours concernant une NAS, c'est ancien, hein, c'est en 2010 à Lyon, et il y a un certain nombre d'organisations qui sont montées en collectif, notamment d'ailleurs le SM, je crois, hein, c'est le SAF et, et la Ligue des droits de l'homme. Et donc, cette question prioritaire, elle n'a pas abouti parce qu'il n'y a pas de texte justement sur la NAS. Et donc, de ce fait, alors peut-être que d'autres textes auraient été le bon vecteur, mais toujours est-il que celui-ci n'a pas donné de réponse du Conseil constitutionnel. Et nous avons essayé de travailler sur cette question-là, parce qu'on les voyait sans cesse sur Paris, non seulement des NAS, mais également des encerclements. Encerclements, nous avons employé le terme générique pour traiter également des encerclements mobiles, c'est-à-dire le fait que les manifestants sont entièrement encadrés devant, derrière, sur les côtés par des forces de l'ordre de façon assez massive, et que de ce fait, ils se sentent vraiment en pression, ça fait peur, et rien que là, j'étais en observation, pas ce samedi, mais le samedi d'avant, sur la manifestation logement. Si, c'est ce samedi, hein, je ne sais même plus quand est-ce que j'observe. Eh bien, on a bien vu on a bien vu qu'il y avait une NAS, un encerclement mobile, et les gens protestaient alors qu'ils étaient là pour une manifestation sur le logement. Ils ont protesté pour la liberté de manifester. Et on voit bien que ça fait une pression sur les manifestants. C'est une modalité qui est politiquement contraire à la liberté de manifester. Pas juridiquement, mais politiquement. Et ça, c'est ce qu'on dénonce dans notre rapport sur les NAS et encerclement. Et on voit bien que le nouveau schéma national du maintien de l'ordre prévoit qu'il faut une porte de sortie. Il est censé y avoir toujours une porte de sortie. Sauf que le schéma ne dit pas qu'il faut que les forces de l'ordre déterminent ouvertement quelle est cette porte de sortie, c'est-à-dire nous disent aux manifestants, voilà, vous pouvez sortir à tel endroit. Ça crée un effet de panique parce qu'il y a un effet ping-pong. On renvoie d'une rue à l'autre et on ne sait jamais par où on peut sortir. Et nous, observateurs, nous pouvons dire que même depuis l'entrée en vigueur de ce schéma, il y a toujours des NAS fermées, contrairement à ce qui est dit. Donc, on est toujours sur cette volonté, et notamment sur les sommations, de pouvoir dire que non, elles ne sont pas audibles, que d'autre part, derrière, il est dit dans le schéma, il est dit qu'il faut changer les termes pour pouvoir les rendre plus compréhensibles, mais même les termes qui sont choisis par le schéma ne permettent pas de déterminer à quel moment on va seulement employer la force. Quand je dis seulement, ça peut être très grave, hein, puisque ça peut être avec des coups de matraque, mais à quel moment on va employer des armes. C'est quand même un pas qui est franchi, et il y a simplement la répétition de la même sommation. C'est totalement incompréhensible pour les gens. Et pourtant, il faut être prévenu qu'on va employer des grenades ou autres. Donc ça, c'est toute la question, et de ce fait, le schéma national se met à combattre les journalistes et se met à combattre les observateurs. Parce que l'idée, c'est justement, nous sommes efficaces d'un certain point de vue, et donc il faut nous combattre. On veut nous empêcher de filmer, on veut nous empêcher d'arriver sur les manifestations avec un équipement de protection. Donc les journalistes, d'accord, mais pas les observateurs. Voilà. C'est pour ça qu'on le combat d'ailleurs sur les SNMO. Mais pour les journalistes, on essaye aussi de les enrôler, c'est-à-dire on demande une accréditation pour avoir accès à certaines informations, on demande à ce qu'ils soient
plus éloignés également de l'ordre de dispersion. Et on voit aussi que le Conseil d'État n'a pas protégé, puisque en ce qui concerne les journalistes sur des évacuations de camps, il a admis qu'on puisse les éloigner. Or, on ne peut pas savoir ce qui se passe si on n'est pas dessus, si on n'est pas au moment de l'évacuation ou au moment de la dispersion. Et donc, pour nous aussi, il y a cette question-là. Et on voit bien que la proposition de loi sécurité globale, elle va même au-delà, puisqu'elle veut essayer d'empêcher de filmer. C'est-à-dire qu'elle essaie d'empêcher le contre-pouvoir citoyen. Donc, nous, on combat effectivement ça en disant, les observateurs, ben, il y a un certain nombre de textes, la Commission de Venise, dans le cadre du Conseil de l'Europe, il y a l'ONU, il y a l'OSCE qui ont donné des directives aux États pour essayer de dire qu'il faut protéger les observateurs citoyens parce que c'est un contre-pouvoir dans une démocratie et donc on combat par rapport à cela. Merci. Merci beaucoup Nathalie, c'était